Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le chapitre 2 du cours de thermodynamique. Lors de la première vidéo, on a parlé des échanges d'énergie sous forme de travail et de chaleur, et dans cette vidéo-ci, nous parlerons de l'énergie interne et du premier principe de la thermodynamique. Alors sous sa forme la plus générale, le premier principe de la thermodynamique dit ceci. Lorsque deux systèmes A et B sont en interaction et isolés du reste de l'univers ou du milieu extérieur, la somme des énergies de l'ensemble des deux systèmes reste constante. C'est donc un principe de conservation de l'énergie et c'est pour ça que j'avais écrit ici en haut que c'est un principe qu'on utilise très souvent sans le savoir. La conservation de l'énergie, c'est quelque chose qui est introduit très tôt dans les cours de physique et dont on a à peu près tous une connaissance intuitive. Donc ce que nous dit le premier principe, c'est que l'énergie donc peut s'échanger d'un système à un autre, sachant que le milieu extérieur lui-même peut être considéré comme un système à part entière. Donc l'énergie peut également s'échanger entre un système et le milieu extérieur, mais il ne se crée pas d'énergie et l'énergie ne disparaît pas non plus. Quand on a dit ça, on n'a pas tout dit en fait, parce qu'on n'a pas expliqué ce qu'est l'énergie et on n'a pas non plus dit de quelle énergie on parlait. Et c'est ce qu'on va préciser un peu par la suite. Et pour ça, on va commencer par regarder la définition de l'énergie telle qu'on peut la trouver dans le dictionnaire. Ça va nous permettre de nous rendre compte que l'énergie, c'est d'une part relativement difficile à définir et d'autre part, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre du concept que d'autre chose. Alors ce que nous dit le dictionnaire Larousse, c'est que l'énergie, c'est une grandeur qui caractérise un système physique, donc on retrouve la notion de système de la thermodynamique, qui garde la même valeur au cours de toutes les transformations internes du système. Donc on retrouve la loi de conservation de l'énergie, y compris dans le dictionnaire, et que l'énergie s'exprime à travers sa capacité à modifier l'état d'autres systèmes avec lesquels le premier système entre en interaction. Donc l'énergie d'un système, en fait, c'est sa capacité à agir sur son environnement et c'est sa capacité à modifier son environnement. Et c'est effectivement la définition la plus précise ou la moins imprécise, si vous voulez, qu'on puisse donner de l'énergie. Il n'y a pas en physique d'autre définition possible de l'énergie. Alors si on essaye de préciser encore un petit peu, la thermodynamique classique, elle utilise plusieurs fonctions pour quantifier l'énergie. Ce qui veut dire qu'on ne va pas considérer toujours les mêmes formes d'énergie ou qu'on ne va pas comptabiliser l'énergie toujours exactement de la même manière. Dans le cadre de ce cours, on utilisera surtout l'énergie interne qu'on notera grand U, ça c'est pour le chapitre 2, ce chapitre-là, et l'enthalpie qu'on notera grand H, ça c'est pour le chapitre suivant, le chapitre 3. Mais au chapitre 4, on introduira également d'autres fonctions telles que l'énergie libre qu'on notera grand F et l'enthalpie libre qu'on notera grand G. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'énergie interne U? Pour répondre à cette question, il va déjà falloir faire un petit bilan des différents types d'énergie qu'on peut trouver au sein d'un système, ce qu'on appellera l'énergie totale. Dans l'énergie totale, on va rencontrer une énergie cinétique microscopique des particules, correspondant par exemple à l'agitation moléculaire liée à la température, une énergie potentielle microscopique des particules qui pourra être assimilée par exemple à la pression, une énergie cinétique macroscopique du système, de l'ensemble des particules du système. Ça, ce sera par exemple lorsqu'on aura un mouvement de l'ensemble du système dans une direction donnée. Et puis une énergie potentielle ou des énergies potentielles macroscopiques, par exemple si on va parler d'une énergie potentielle de gravité ou d'une énergie potentielle élastique d'un ressort qu'on aurait par exemple comprimé. Très clairement, ces deux types d'énergie cinétique et potentielle macroscopique, elles vont rester du ressort de la mécanique. En thermodynamique, on ne va considérer que, en tout cas dans la plupart des cas,
les énergies cinétiques et potentielles microscopiques. Et c'est notre définition de l'énergie interne grand U. L'énergie interne grand U, elle est définie comme étant la somme des énergies cinétiques et des énergies potentielles microscopiques du système. Et ces énergies microscopiques, on va chercher à les représenter par l'intermédiaire de variables d'état macroscopiques telles que la température et la pression, car je vous le rappelle, on en avait déjà un peu parlé au début du premier chapitre, l'objectif de la thermodynamique, c'est bien de fournir par l'intermédiaire de ces variables d'état une description macroscopique de systèmes qui sont composés d'un grand nombre de particules ou d'un grand nombre de molécules, d'atomes. Ces particules, ces atomes ou ces molécules étant dotés d'énergie potentielle et cinétique. Alors, la raison principale pour laquelle on ne va pas en thermodynamique considérer les énergies potentielles et cinétiques macroscopiques, c'est en fait tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment besoin de considérer ces énergies macroscopiques. Alors la première raison pour laquelle on ne va pas utiliser par exemple une énergie potentielle macroscopique, c'est que cette énergie potentielle macroscopique, lorsqu'elle se matérialise, elle va le faire par l'intermédiaire d'une force qu'on va pouvoir considérer comme une force extérieure au système et dont on va pouvoir calculer le travail. Et puis dans le cas particulier de la gravité, l'énergie potentielle de gravité, elle pourra également se matérialiser par l'intermédiaire de la pression au sein des fluides, qu'il s'agisse d'un liquide ou d'un gaz. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on ne va pas non plus considérer l'énergie cinétique macroscopique d'un fluide ou d'un solide? C'est que cette énergie macroscopique, en règle générale, elle reste négligeable devant les autres énergies, et notamment devant l'énergie cinétique microscopique liée à l'agitation des molécules. Alors il existe une exception notable à ces considérations-là, c'est le calcul des turboréacteurs. Parce que comme vous le savez, la raison d'être d'un turboréacteur, c'est justement d'accélérer autant que possible les gaz chauds à la sortie de la tuyère. Et dans le cas d'un turboréacteur, on ne peut pas, ou en tout cas pas toujours, considérer que l'énergie cinétique du fluide ou du gaz qui s'échappe de la tuyère est négligeable par rapport à l'énergie cinétique microscopique des particules qui constituent ce gaz. Alors lorsqu'on fait un calcul avancé des caractéristiques d'un turboréacteur en thermodynamique, donc il faut prendre en compte l'énergie cinétique du fluide, nous ferons de notre côté un ou deux calculs appliqués au turboréacteur, mais vous verrez qu'on trouvera une astuce pour ne pas avoir à passer par la prise en compte de l'énergie cinétique macroscopique du gaz. Alors revenons maintenant au premier principe et on va essayer de voir dans quelle mesure le premier principe s'applique à l'énergie interne. On a vu en particulier lors de la vidéo précédente que l'énergie pouvait être échangée sous forme de travail ou de chaleur. Et donc lorsqu'on applique le premier principe de la thermodynamique à un système fermé, on va écrire que les variations infinitésimales, les petites variations de l'énergie interne sont égales à la somme des échanges de chaleur ΔQ et des échanges de travail ΔW. Ici de nouveau c'est des échanges infinitésimaux parce qu'on considère pour l'instant des petites variations, mais si on veut faire un bilan sur une transformation complète, donc si on intègre le DU, on aura un ΔU. Et sur une transformation complète, le ΔQ qui est ici et le ΔW qui est là deviennent Q et W. Alors vous noterez qu'on ne parle pas de ΔQ ni de ΔW pour les mêmes raisons en fait qu'on utilisait ici un delta plutôt qu'un petit d, parce que Q et W ne sont pas des fonctions d'état du système. Pourquoi est-ce qu'on considère un système fermé? Tout simplement parce qu'on ne considère pas, en tout cas pour l'instant, le cas des échanges de matière. Mais s'il y avait un échange de matière, il faudrait rajouter à cette équation bilan les échanges d'énergie liés à cet échange de matière. Mais pour l'instant, on va laisser ça en dehors de nos considérations. Alors on vient de le dire, la chaleur et le travail ne sont pas
des fonctions d'état du système, mais on a sous-entendu également que l'énergie interne, puisqu'on pouvait l'écrire sous la forme du ici et delta U là, c'est une fonction d'état du système. Et effectivement, l'énergie interne est une fonction d'état du système. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est la somme des énergies cinétiques et potentielles des particules qui constituent ce système. Donc l'énergie interne est bien une fonction d'état du système. Ça veut dire qu'on peut la calculer à partir des variables d'état P, V, T ou même d'autres variables d'état comme les concentrations des espèces chimiques si on considère un système qui n'est pas un système monocomposant par exemple. Alors à ce stade, il faut faire deux remarques importantes. La première, c'est que si les variables d'état sont connues, puisque l'énergie interne est une fonction d'état du système, cela signifie que l'énergie interne ne pourra prendre qu'une seule valeur possible. Si elle pouvait prendre deux valeurs différentes, à ce moment-là, ça voudrait simplement dire que l'énergie interne n'est pas une fonction d'état du système. Mais puisque c'est une fonction d'état du système, ça veut dire qu'elle est parfaitement définie par les variables d'état qui permettent de caractériser ce système. La deuxième remarque est en fait la même mais considérée d'un point de vue un petit peu plus mathématique, c'est que la quantité du va être une différentielle totale exacte, si bien que lorsqu'on fera l'intégrale de du entre un état 1 et un état 2, la quantité delta U, correspondant au calcul de cette intégrale-là, ne dépendra pas du chemin suivi. Et puis enfin, dernière remarque, comme pour la plupart des fonctions d'énergie, si ce n'est pas toutes les fonctions d'énergie qu'on rencontre en physique, on ne sait pas calculer la valeur exacte de l'énergie interne U. On va seulement savoir calculer ses variations. Et d'une manière générale, la valeur exacte de l'énergie interne U d'un système, finalement, elle importe peu, parce que les échanges avec l'extérieur vont seulement se manifester par des variations de cette énergie interne. Donc ce que je vous ai écrit ici, que U était une fonction des variables PVT, ça reste vrai, mais la seule chose, c'est qu'on n'est pas capable de calculer cette fonction. On ne sait calculer que les variations de la fonction f. Alors, que signifie exactement le fait que la différentielle du soit une différentielle totale exacte? Alors en maths, ça signifie que vous êtes capable de l'intégrer. En physique, en thermodynamique, ça signifie que donc la quantité delta U, les variations de U entre un état 1 et un état 2 ne dépendent pas du chemin suivi ou des états intermédiaires. Alors on va illustrer ça avec un gaz qui passerait d'un état initial où il est à une température TI qui vaut 293 Kelvin, une pression initiale PI qui vaut 1 bar, et puis un volume qui est donné par la loi des gaz parfaits, si c'est un gaz parfait, en fonction de PI et TI. À l'état final, notre gaz il est à 700 Kelvin, à 10 bars, et son volume, de la même manière, on peut le calculer à partir de l'équation d'état. Et puis on suppose donc qu'il existe une fonction f' des variables d'état qui donne l'énergie interne du gaz à l'état initial et à l'état final. Donc encore une fois, cette fonction f', on ne sait pas la calculer directement ou complètement. Par contre, on devrait être capable de calculer ces variations entre l'état initial et l'état final. Ce qui est intéressant, c'est que la transformation qu'on fait subir au gaz, donc l'augmentation de pression et l'augmentation de température lorsqu'on passe de l'état initial à l'état final, cette transformation, on peut la réaliser de plusieurs manières. Un premier exemple consisterait à comprimer de manière adiabatique jusqu'à une pression finale de 10 bars. Alors comprimer de manière adiabatique, ça veut juste dire qu'on comprime le gaz sans le refroidir. Donc dans ce cas-là, il va s'échauffer. Puis, alors il ne s'échauffera pas jusqu'à 700 Kelvin, mais on peut ensuite apporter une quantité de chaleur supplémentaire à pression constante pour atteindre les 700 Kelvin tout en restant à 10 bars. Ce qu'on peut faire également, c'est apporter de la chaleur à volume constant VI et puis ensuite réaliser ce qu'on appelle une compression isotherme jusqu'au volume final VF. Donc une compression isotherme, vous l'avez sans doute deviné, c'est une compression pendant laquelle on refroidit le gaz pour qu'il reste à température constante. Et puis on peut encore imaginer une
troisième transformation au cours de laquelle, par exemple, on réaliserait une compression adiabatique jusqu'à une pression telle que la température finale soit égale à 700 Kelvin, ce qui suppose évidemment de comprimer le gaz jusqu'à une pression bien supérieure à 10 bars. Et puis ensuite, on réaliserait une détente isotherme. Donc une détente, ça veut simplement dire qu'on laisse le volume du gaz augmenter et sa pression diminuer jusqu'à 10 bars. Et pour éviter que la température du gaz diminue, eh bien, on réchaufferait ce gaz de telle sorte à ce que sa température se maintienne constante. Donc tout ça, ce ne sont que trois exemples. On pourrait imaginer une quantité d'autres transformations qui permettent de passer de l'état initial tel qu'on l'a défini là à l'état final tel qu'on l'a défini ici. Et quoi qu'il en soit, la variation de l'énergie interne ΔU du gaz, elle restera la même dans tous les cas, quelle que soit la transformation qu'on puisse imaginer pour aller de cet état initial à cet état final, tout simplement parce que l'énergie interne est une fonction d'état et que ces variations ne dépendent que de l'état initial et de l'état final. Alors on verra des exercices qui permettent de se rendre compte de ce que tout ça signifie en pratique. On va maintenant faire un petit peu de maths pour déterminer une expression de l'énergie interne molaire ou massique petit u. Alors attention aux notations. Ici, on utilise effectivement la lettre petit u qui désigne une énergie interne spécifique en joules par mole ou en joules par kilogramme, alors que jusqu'à présent on avait utilisé la lettre grand U. La lettre grand U, elle désigne l'énergie interne en joules. La raison pour laquelle on passe de grand U à petit u, c'est parce que dans les équations qui vont suivre, cela nous permettra de nous passer du petit n qui désigne le nombre de moles ou du petit m qui désigne la masse. Mais pour le reste, ça ne change absolument rien. Donc le premier principe de la thermodynamique appliqué à l'énergie interne molaire ou massique, il nous dit simplement que du égale delta Q plus delta W, où le Q et le W qui apparaissent ici sont respectivement une chaleur spécifique et un travail spécifique. Il faut faire un petit retour en arrière et nous souvenir qu'on avait déterminé au début de ce chapitre une expression de la chaleur spécifique, delta Q, qui, si on l'exprime en fonction des variables T et V, nous donnait delta Q égale CV dt plus L dV, où L était le coefficient qu'on a appelé la chaleur de dilatation isotherme. Donc cette expression de delta Q, en fonction des variables T et V, on va pouvoir la réutiliser dans notre expression des variations infinitésimales de l'énergie interne molaire ou massique petit u. Reste maintenant à trouver une expression du travail élémentaire delta W. Et ici, il est essentiel de se souvenir que puisque l'énergie interne est une fonction d'état, le résultat, donc les variations du, ne vont pas dépendre du chemin suivi. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas dépendre du type de transformation que l'on fera subir au système. Et par conséquent, autant choisir une transformation pour laquelle on sache calculer l'expression du travail élémentaire delta W. Et cette transformation, on la connaît, c'est une transformation quasi-statique qui ne fera intervenir que le travail des forces de pression. Dans ce cas, on a vu lors de la vidéo précédente que delta W pouvait s'écrire comme étant le produit entre moins P et dV. Donc P, c'est la pression du système et dV, c'est la variation élémentaire de volume du système. Donc cette astuce en thermodynamique qui consiste à choisir une situation qui nous arrange du point de vue mathématique, puisque le résultat en termes de variation de la fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi, c'est une astuce qu'on utilise assez souvent. On la rencontrera de nouveau un peu plus loin dans le cours. Donc, en utilisant cette expression-ci pour la chaleur élémentaire et cette expression-là pour le travail élémentaire, on a bien une expression des variations élémentaires de l'énergie interne spécifique en fonction de celle de la température et
du volume massique ou du volume molaire. Jusqu'à présent, donc, on n'avait pas explicité la variable petit l qui représente la chaleur de dilatation isotherme, mais dans le cas général, on avait écrit que petit l était égal à Cp moins Cv multiplié par la dérivée de la température en fonction du volume à pression constante. Et du coup, si on injecte cette expression de la chaleur de dilatation isotherme petit l dans l'équation ci-dessus, on obtient l'expression la plus générale qui soit pour calculer les variations de l'énergie interne petit u en fonction de celle de la température et du volume massique. Alors cette expression-là, vous avez le droit de ne pas la trouver très sympathique. Elle est effectivement pas sympathique parce qu'elle est un peu compliquée et puis elle fait intervenir aussi des coefficients qui sont des propriétés physiques du système comme la capacité calorifique à volume constant et la capacité calorifique à pression constante. Et ces coefficients ils ne facilitent pas toujours l'usage de cette équation. Alors rassurez-vous, un peu plus loin dans le cours, lorsqu'on aura vu les notions d'entropie au 4e chapitre, on introduira une expression des variations de l'énergie interne qui est beaucoup plus simple que celle-ci. Et puis, pour aujourd'hui, on verra que cette expression-là se simplifie considérablement dans le cas des gaz parfaits. Alors, dans le cas des gaz parfaits, effectivement, on avait montré que la chaleur de dilatation isotherme petit l, elle était en fait simplement égale à la pression du système. Donc si on repart de cette expression-ci, du égale Cv dt plus L moins P dV, puisque la chaleur de dilatation isotherme petit l est égale à P, évidemment, la variation d'énergie interne du d'un gaz parfait, on pourra l'écrire simplement comme étant le produit de Cv par dt. Et puis si on intègre, on aura ΔU qui est égal au produit du Cv par la variation de température entre l'état initial et l'état final. Alors ça nous simplifie considérablement la donne. Et puis il s'agit d'une propriété fondamentale en thermodynamique des gaz parfaits qui veut que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépende que de sa température. Le fait que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de sa température, c'est quelque chose qui avait été pressenti d'assez longue date par les premiers thermodynamiciens de l'histoire. Et c'est quelque chose que les thermodynamiciens avaient cherché à mettre en avant à travers une série d'expériences. Alors en particulier, on cite souvent l'expérience de Gay-Lussac. L'expérience de Gay-Lussac, elle consiste en fait à placer un gaz dans un récipient qui est divisé en deux compartiments. Dans l'un des compartiments ici à droite, on met le gaz, et dans l'autre des compartiments ici à gauche, on a fait le vide. Et le gaz, au début de l'expérience, il est à une température qu'on connaît, qu'on mesure, qu'on va appeler T. Ensuite, on ouvre la vanne qui relie les deux compartiments, et le gaz va passer du compartiment de droite au compartiment de gauche. En fait, il va occuper progressivement les deux compartiments. Donc le volume du système va passer du volume du compartiment de droite au volume total constitué par les deux compartiments. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'échange d'énergie possible, parce que les deux compartiments sont placés à l'intérieur d'une paroi adiabatique. Et puis il y avait le vide dans le compartiment de gauche, donc il ne peut pas y avoir de travail des forces de pression extérieures au système. Et ce qu'on constate quand on réalise l'expérience de Gay-Lussac, c'est que la température du gaz entre l'état initial et l'état final ne varie pas. Alors puisqu'on suppose a priori que la température du gaz est une variable qui permet de mesurer les évolutions de son énergie interne, la conclusion de l'expérience de Gay-Lussac, c'est que l'énergie du gaz ne dépend pas ou ne dépendrait pas ni de son volume ni de sa pression. Alors l'expérience de Gay-Lussac, elle aurait eu lieu en 1806. Il y a une expérience similaire à l'expérience de Gay-Lussac qui est peut-être un petit peu plus facile à comprendre, qui est l'expérience de Joule. Alors l'expérience de Joule date de 1845. C'est la même chose, avec un gaz qui occupe un seul des deux compartiments au départ et puis le vide dans le deuxième compartiment.
La seule différence, c'est que plutôt que de placer ces deux compartiments directement à l'intérieur d'un récipient adiabatique, on va placer ces deux compartiments dans un récipient qui contient de l'eau et en fait on va mesurer la variation de température de l'eau entre l'état initial et l'état final. Et l'expérience de Joule, elle permet de se rendre compte que la température de l'eau ne varie absolument pas avant et après la transformation, ce qui montre bien qu'en l'absence d'échange d'énergie, la température du gaz reste constante. Alors il nous reste à comprendre pourquoi l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température, ou pour dire les choses autrement, pourquoi est-ce que l'énergie interne U d'un gaz parfait est complètement indépendante de la pression et du volume. Alors en fait, pour bien comprendre ça, il suffit de se souvenir de ce qu'est un gaz parfait. Un gaz parfait, c'est un gaz qui se comporte comme un gaz à pression nulle. Et un gaz à pression nulle, c'est un gaz pour lequel on n'a absolument aucune interaction ou aucun choc entre les molécules qui constituent ce gaz. Et ceci, quelle que soit la pression réelle. Or en fait, ce sont les chocs ou les interactions entre les particules qui vont être responsables de la différence de comportement d'un gaz en fonction de la pression. Car plus vous augmentez la pression, plus vous diminuez le volume, plus vous rapprochez les molécules du gaz les unes des autres, et plus son comportement va s'éloigner de celui d'un gaz parfait. Et il faut noter que la relation ΔU égale CV delta T pour les gaz parfaits, elle est valable absolument quelle que soit la transformation thermodynamique. Dans le cas d'un échange de chaleur, dans le cas d'un échange de travail, dans le cas d'un échange de chaleur et de travail, elle est valable dans des conditions quasi-statiques, dans des conditions non quasi-statiques, dans des conditions isobares, dans des conditions isovolumes, y compris dans des conditions isothermes d'ailleurs, puisque dans des conditions isothermes, on aura une variation de l'énergie interne du gaz parfait qui sera nulle. Et puis enfin, on va également souvent utiliser l'expression ΔU égale C delta T, donc sans préciser encore une fois s'il s'agit d'un CV ou d'un CP. On va utiliser cette expression très souvent pour les solides et les liquides. Pourquoi? Parce que les solides et les liquides sont très peu compressibles et leur énergie interne va très peu dépendre de la pression du milieu dans lequel ils se trouvent. Du coup, on pourra établir une forme de parallèle entre les solides et les liquides et les gaz parfaits, ce qui fait que cette expression ΔU égale CV delta T ou ΔU égale C delta T, on pourra l'utiliser dans un très grand nombre de situations. Donc on va voir quelques exemples d'utilisation de la relation ΔU égale CV delta T pour un gaz parfait. Dans le premier cas, on nous dit qu'une cocotte minute contient 50 g de vapeur d'eau à 100 degrés C, et cette cocotte minute, elle est chauffée par une plaque de cuisson qui apporte 4 kJ de chaleur. On vous dit que la capacité calorifique CV de la vapeur d'eau, elle est de l'ordre de 1650 joules par kilogramme et par Kelvin, et on vous demande de déterminer delta T, donc la variation de température, le travail et la variation d'énergie interne de la vapeur d'eau. La première chose à faire, c'est évidemment de définir le système, même si ça peut aller très vite. Le système ici, c'est la vapeur d'eau dans la cocotte minute, et ce système évolue à volume constant. C'est important de le remarquer. Ici, on se dispensera d'écrire de manière très détaillée les caractéristiques de l'état initial et de l'état final. Par contre, on suppose bien évidemment que la vapeur d'eau est un gaz parfait. Et encore une fois, je vous le répète, même si ça n'est pas précisé explicitement dans les énoncés des exercices, si on ne vous dit pas que le gaz est un gaz parfait, on peut malgré tout le considérer comme tel. Tout simplement parce que si le gaz n'était pas un gaz parfait, on devrait vous donner dans l'énoncé de l'exercice l'équation d'état qui s'applique à ce gaz. Puisque la transformation a lieu à volume constant, puisque l'apport de chaleur a lieu à volume constant, on peut très facilement calculer le delta T. Q est égal à mCV delta T, donc ça nous donne un delta T qui est égal à Q égale 4000 joules divisé par la masse et par la capacité calorifique massique
de l'eau. Donc on n'oublie pas de changer les 4 kJ ici en 4000 joules et les 50 grammes là en 0,50 kg. Et moyennant ça, on trouve une augmentation de température qui vaut 48,48 Kelvin. Pour calculer le travail, alors le travail on ne va pas vraiment le calculer, mais on va s'apercevoir que la transformation a lieu à volume constant et dans ce cas-là forcément le travail est nul, puisque si on se réfère à l'expression la plus générale qui soit pour déterminer le travail élémentaire des forces de pression, ce travail élémentaire des forces de pression delta W est égal à moins Pxt dV, c'est ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente, et si dV est nul, le travail est également nul. Il s'agit évidemment d'un travail des forces de pression. Les forces de pression sont les seules forces qui s'appliquent au système. S'il y avait d'autres forces ou d'autres types de travaux, comme un travail électrique par exemple, à ce moment-là, évidemment, on les prendrait en compte. Et puis pour calculer le delta U, il y a deux manières de faire. Soit on applique directement la formule delta U égale mCV delta T. Donc ici on calcule les variations d'un grand U, d'une énergie interne en joules. Et on obtient 0,050 fois 1650 fois 48,48, 4000 joules, c'est-à-dire qu'on a un delta U qui est égal à l'apport de chaleur Q. Et l'autre manière de faire, qui était même plus simple, c'était simplement d'appliquer le premier principe de la thermodynamique, d'écrire que delta U est égal à Q plus W, et comme W est égal à 0, on a bien delta U égal à Q égal à 4000 joules. Un autre exemple, on nous dit qu'on comprime une mole d'air de 1 à 2 bars, qu'à l'état initial 1 bar, la température de l'air est de 20 degrés, et qu'à l'état final 2 bars, la température de l'air a atteint 30 degrés. On considère que le travail de compression est de 300 joules et on nous demande de calculer delta U et Q. On vous donne la capacité calorifique de l'air qui est de l'ordre de 20 joules par mole et par Kelvin. Donc le système, c'est la mole d'air que l'on comprime. C'est évidemment un gaz parfait et cette mole d'air, elle ne va évoluer ni à pression constante ni à volume constant. Et rappelez-vous de ce qu'on avait dit, lorsque le système n'évolue ni à pression constante ni à volume constant, on ne sait en général pas calculer directement les échanges de chaleur Q. Donc dans ce cas-là, on commence par calculer autre chose. Et cette autre chose qu'on peut calculer directement, c'est forcément la variation d'énergie interne delta U qui est égale à NCV delta T. Et le résultat nous donne donc une mole fois 20 joules par mole et par Kelvin pour la capacité calorifique à volume constant fois un delta T qui vaut 10 degrés C. On trouve un delta U qui vaut 200 joules. On connaît le travail qui nous était donné dans l'énoncé, donc par conséquent on peut déterminer la chaleur Q, qui d'après le premier principe, puisque delta U égale Q plus W, Q est égal à delta U moins W, d'après le premier principe donc, les échanges de chaleur sont égaux à moins 100 joules. On a des échanges de chaleur négatifs, ce qui signifie que l'on doit refroidir le gaz pendant la compression pour que sa température finale soit égale à 30 degrés. Et puis troisième exemple, cette fois-ci on chauffe une mole d'air à pression constante de 20 degrés à 100 degrés C. On nous demande de déterminer Q, delta U et W. Et on nous donne la capacité calorifique Cp de l'air qui vaut environ 29 joules par mole et par Kelvin. Donc le système, c'est la mole d'air que l'on réchauffe. Cette mole d'air, elle évolue à pression constante. On peut calculer donc très simplement les échanges de chaleur, Q égale NCP delta T, avec N qui est égal à 1, Cp qui est égal à 29 et un delta T qui est égal à 80 Kelvin. On trouve un échange de chaleur qui est égal à 2320 joules. On peut calculer ensuite très facilement le delta U, qui lui est égal à NCV delta T, avec toujours une mole, un CV qui est égal à 29 moins 8,314 et un delta T qui vaut 80 Kelvin ou 80 degrés C, on trouve 1655 joules. Alors pour le CV de l'air, on aurait pu se référer à l'exercice précédent où on nous donnait un CV de l'ordre de 20
joules par mole et par Kelvin. Ici, j'ai utilisé la relation de Mayer. Donc la relation de Mayer, on l'avait évoquée lorsqu'on a calculé la forme générale des coefficients calorimétriques. Cette relation de Mayer, elle nous dit que Cp égale Cv plus R. Donc un grand R si on utilise les grandeurs molaires et un petit r, une constante spécifique des gaz parfaits, si on utilise des grandeurs massiques. Donc la relation de Mayer, elle est très importante, je vous l'ai déjà dit lors de la vidéo précédente, et on va la démontrer dans les diapos qui viennent. Donc puisqu'il faut connaître la relation de Mayer, autant l'utiliser pour calculer la capacité calorifique à volume constant de l'air. Et puis, il nous reste à calculer le travail. On le calculera en appliquant le premier principe de la thermodynamique, c'est-à-dire en faisant un bilan d'énergie. Le travail sera égal à delta U moins Q, puisque delta U égale Q plus W, et on trouve 1655 moins 2320 égale moins 665 joules. On a donc un travail négatif parce que cette transformation est une détente. Le volume du système, donc le volume de l'air, augmente car il se dilate lorsqu'on le chauffe, et puisqu'il se dilate, l'air doit repousser l'atmosphère qui l'entoure, donc l'air fournit du travail à l'atmosphère qui l'entoure. Qu'il s'agisse d'ailleurs de l'atmosphère ou d'un piston qui contient le système, peu importe, mais quoi qu'il en soit, l'air se dilate et l'air doit repousser les parois du système, qu'elles soient réelles ou fictives. Alors sur cette diapositive, on va essayer de définir une méthode générale pour résoudre les exercices qui reposent sur le premier principe de la thermodynamique, tels que les trois exercices qu'on vient de voir. Cette méthode générale, elle s'applique absolument à tous les exercices qui reposent sur l'utilisation du premier principe de la thermodynamique. Donc on va l'utiliser ici dans le cas de l'énergie interne. On l'utilisera également lors du chapitre 3 parce qu'on l'appliquera à l'enthalpie et au système avec transvasement. Et on verra encore plus tard que cette méthode générale, elle s'applique également à l'entropie lorsqu'on aura à faire des exercices qui font intervenir la notion d'entropie, c'est-à-dire le second principe de la thermodynamique. Donc cette méthode générale qu'il est finalement absolument indispensable de suivre, elle consiste en fait à écrire une équation bilan avec d'un côté du signe égal les variations de la fonction d'état énergie interne et de l'autre côté du signe égal les échanges de chaleur et de travail. Donc pour un gaz parfait, puisque nous on appliquera cette équation essentiellement dans le cas des gaz parfaits, donc à gauche du signe égal ici, on écrit les variations de la fonction d'état énergie interne, et on sait que pour un gaz parfait, delta U égale NCV delta T, et à droite, on écrit les échanges de chaleur et de travail, Q plus W. Donc ça, c'est en molaire, et à droite, je vous ai écrit la même chose, mais en massique. Donc ici, on aura une capacité calorifique massique en joules par kilogramme et par Kelvin, et là, on aura une capacité calorifique molaire en joules par mole et par Kelvin. Ces relations-là, j'aime bien dire que ce sont des formules magiques parce que d'une part, ce sont des relations qui permettent de clarifier considérablement l'exercice que l'on doit résoudre, et d'autre part, ce sont des relations qu'il est absolument indispensable d'écrire pour résoudre cet exercice. Alors il y a trois termes dans ces équations-là, hein. D'un côté le delta U, le NCV delta T ou le MCV delta T, de l'autre la chaleur, les échanges de chaleur Q et les échanges de travail W. Forcément, puisqu'il s'agit d'une équation unique, il ne peut y avoir qu'une seule inconnue, ce qui veut dire que les données de l'exercice doivent vous permettre de déterminer directement ou indirectement deux des trois termes, et lorsque vous aurez déterminé deux de ces trois termes, vous en déduirez le troisième. C'est exactement ce qu'on a fait pour les exercices précédents. On a commencé par déterminer deux des trois termes et ensuite on en a déduit le troisième. Et puis je vous rappelle les notations. Grand U désigne une énergie interne en joules, tandis que petit u
va désigner une énergie interne spécifique en joules par mole ou en joules par kilogramme. Un autre exemple, histoire de s'assurer que tout est bien compris, cette fois-ci on va raisonner en termes de puissance plutôt qu'en termes d'énergie, mais on l'a déjà vu, ça ne change rien, la puissance ça n'est jamais qu'une énergie divisée par un temps. On nous dit qu'on a un moteur électrique qui est parcouru par un courant de 6 ampères sous une tension de 230 volts. Ce moteur électrique, il entraîne un arbre moteur qui fournit une puissance mécanique de 1050 watts et on nous demande le flux de chaleur dissipé par ce moteur électrique en régime stationnaire. Donc le régime stationnaire, c'est juste un régime qu'on peut assimiler à un état d'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire que la température du moteur est constante, la puissance électrique est constante, la puissance mécanique est constante, et toutes les grandeurs qui permettent de caractériser le système restent également constantes. Alors la petite particularité de cet exercice par rapport au précédent, c'est qu'il ne s'agit pas ni d'un gaz ni d'un liquide, mais plutôt d'un système, avec des échanges de travail qui finalement n'ont rien à voir avec le travail des forces de pression, mais la technique pour résoudre cet exercice reste exactement la même. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si nous sommes en régime stationnaire, donc la température du moteur ne varie pas, donc le moteur ne va pas accumuler de chaleur, il ne va pas en perdre non plus, ce qui suppose que l'énergie interne du système, c'est-à-dire l'énergie interne du moteur, on va la supposer constante. Et donc l'énergie interne ne variant pas, le moteur n'accumulant pas ni ne perdant pas d'énergie, la somme de la puissance électrique plus la puissance mécanique plus la chaleur est nulle. Alors attention, il y a quand même quelque chose à bien saisir, c'est que on va mettre la puissance électrique, la puissance mécanique et le flux thermique toujours du même côté du signe égal. Ensuite, il va falloir faire très attention aux signes lorsqu'on passera à l'application numérique. Alors avant de faire cette application numérique, on écrit que Q point égale à moins W.elec moins W.meca. Donc le flux de chaleur est égal à moins la puissance électrique moins la puissance mécanique. La puissance électrique, c'est une puissance qui est reçue par le moteur. Donc tout le monde sait calculer la puissance électrique en multipliant l'intensité qui vaut ici 6 ampères par la tension qui vaut 230 volts. Donc moins la puissance électrique, c'est moins 230 fois 6. Et la puissance mécanique, c'est en fait une puissance qui est perdue par le moteur parce que le moteur fournit cette puissance mécanique à l'extérieur, bon, par l'intermédiaire d'un arbre de rotation qui entraîne peu importe quoi. Donc le moteur reçoit 6 fois 230 watts. Donc on a ici une quantité positive qui est reçue et le moteur donne ou fournit à l'extérieur une puissance mécanique qui vaut moins 1050 watts. Et donc ici, comme on prend l'opposé de la puissance mécanique, on prendra plus 1050 watts. Et le résultat nous donne un flux de chaleur qui vaut moins 330 watts. Alors pourquoi est-ce que le flux de chaleur est négatif? Tout simplement parce que de la même manière que le moteur fournit du travail mécanique vers l'extérieur, il fournit également de la chaleur à l'extérieur, puisqu'il a tendance à perdre de la chaleur et donc à réchauffer le milieu extérieur. Et puis on va revenir également sur l'exercice de la bouteille qu'on avait vu dans la première partie de ce chapitre. Donc l'exercice de la bouteille, je vous le rappelle rapidement, on avait une bouteille vide, donc une bouteille dans laquelle on avait préalablement fait le vide, qu'on laissait se remplir d'air atmosphérique. Donc cette bouteille vide faisait 200 litres, l'air atmosphérique il était à 1 bar et 298 Kelvin, et on considérait qu'à la fin de la transformation, l'air à l'intérieur de la bouteille se trouvait également à 1 bar et 298 Kelvin. On avait calculé le travail reçu par l'air. Il était égal à 20 000 joules.
Donc c'était le travail reçu par l'intermédiaire de l'atmosphère qui poussait l'air à l'intérieur de la bouteille. Donc après avoir calculé le travail, on est capable maintenant de calculer les échanges de chaleur, exactement de la même manière que pour les exercices précédents, en écrivant une équation bilan qui nous dit que le delta U est égal à NCV delta T est égal à 0, puisque la température de l'air entre l'état initial où elle vaut 298 Kelvin et l'état final où elle vaut toujours 298 Kelvin ne varie pas. Et donc ce 0, il est aussi égal aux échanges de chaleur et de travail. Et donc on en déduit que Q est égal à moins W. Et puisqu'on avait W qui était égal à 20 000 joules, Q est égal à moins 20 000 joules. Donc en fait, le travail de l'atmosphère qui pousse l'air dans la bouteille est dissipé sous forme de la chaleur qui va revenir en fait vers l'atmosphère. Mais comme l'atmosphère est un milieu isotherme, cela ne va évidemment pas se traduire par une augmentation de température. Et puis avant de terminer cette vidéo, on va revenir sur la relation de Mayer dont je vous ai déjà parlé une ou deux fois. Et pour cela, on va repartir de la forme la plus générale pour calculer les variations de l'énergie interne spécifique dU. Donc cette expression-là, qu'on calculait tout à l'heure, elle fait intervenir la capacité calorifique à volume constant multipliée par les variations de température dt, et puis ce terme-ci, où on a ici la chaleur de dilatation isotherme, petit l, qu'on avait déterminé en parlant des coefficients calorimétriques, moins la pression multipliée par les variations de volume dV. Alors en fait, cette expression-là, tout entière, elle correspond à une différentielle de l'énergie interne dU. Dans une différentielle de l'énergie interne, en utilisant les variables T et V, on voit apparaître la dérivée partielle de l'énergie interne par rapport à la température à volume constant, qu'on va multiplier par dt, et la dérivée partielle par rapport au volume à température constante, qu'on va multiplier par la quantité dV. Et donc en identifiant les termes qui figurent dans l'équation de gauche aux termes qui figurent dans l'équation de droite, on en déduit que cette quantité-là, Cp moins Cv multiplié par dρ T sur dρ V à P constante moins P, est en fait égale à la dérivée partielle par rapport au volume à température constante de l'énergie interne. Et ceci, ça nous permet d'exprimer la différence entre Cp et Cv en fonction donc de cette dérivée partielle de l'énergie interne, plus la pression qu'on rajoute lorsqu'on la passe du membre de droite ici au membre de gauche, le tout multiplié par la dérivée partielle du volume par rapport à la température à pression constante. Donc ici, la dérivée partielle de la température par rapport au volume à pression constante, quand vous la repassez de l'autre côté de l'équation, elle se transforme en dérivée partielle du volume par rapport à la température à pression constante. Et c'est cette relation entre Cp et Cv qu'on appelle la relation de Mayer. Donc sous cette forme-là, elle est un peu compliquée, mais en fait elle se simplifie considérablement pour les gaz parfaits, car pour les gaz parfaits, d'une part, on sait que l'énergie interne ne dépend pas du volume, donc la dérivée partielle par rapport au volume de l'énergie interne est nulle. Et d'autre part, lorsqu'on dérive l'équation des gaz parfaits et qu'on calcule dρ V sur dρ T à P constante, on trouve R sur P. Donc grand R sur P si on raisonne avec les variables molaires, ou bien petit r sur P si on raisonne avec les variables massiques. Je vous rappelle que grand R c'est la constante universelle des gaz parfaits et que petit r c'est la constante spécifique des gaz parfaits. Donc moyennant ces simplifications, il va nous rester pour les gaz parfaits une relation de Mayer qui nous dit que Cp moins Cv, la différence entre la capacité calorifique à pression constante et la capacité calorifique à volume constant, cette différence est égale à grand R si on utilise les grandeurs molaires et petit r si on utilise les grandeurs massiques. Et puis, dernière petite chose, on va en profiter pour définir la quantité gamma. Gamma, c'est en fait tout simplement le rapport entre la capacité calorifique à pression constante et la capacité calorifique à volume constant.
Alors évidemment, que vous calculiez gamma avec des capacités calorifiques massiques ou avec des capacités calorifiques molaires, vous trouverez le même résultat. Et puis, en termes d'ordre de grandeur, puisque Cp est supérieur à Cv, la quantité gamma est toujours supérieure à 1, et en général, elle va être de l'ordre de 1,3 ou 1,4. On utilisera énormément cette quantité gamma par la suite, et en particulier pour tous les calculs relatifs aux compressions et aux détentes adiabatiques quasi-statiques. Voilà, cette vidéo consacrée au premier principe de la thermodynamique et à l'énergie interne est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et la dernière vidéo du chapitre 2 où on parlera des transformations réelles et des transformations quasi-statiques des gaz parfaits et puis où on commencera à aborder quelques cycles thermodynamiques. À bientôt!